Qu'est-ce que je déteste perdre face à Boston. Défaite des Los Angeles Lakers hier soir, 111-101. Une défaite qui fait mal, parce que c'est face à Boston. Je déteste perdre face à Boston. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Aujourd'hui, la défaite face à Boston est anecdotique pour moi. Même si c'est la fin de la série de 8 victoires des Los Angeles Lakers. Aujourd'hui, sur la planète basket, l'intérêt est ailleurs. La préoccupation est ailleurs. Et là, le monde entier et surtout la nation des Lakers regarde, scrute Twitter et les autres réseaux sociaux afin d'avoir un update, une mise à jour sur la situation de LeBron James. Oui, LeBron James est blessé. Quelle est la durée de son indisponibilité? Nous allons essayer de répondre à cette question, mais surtout nous allons analyser le match, puisque la vie continue, la NBA continue. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Une entorse à l'aine. LeBron James est sorti du match au 4e quart-temps. Quel est son temps d'indisponibilité? Ça, c'est la question. On parle de plusieurs semaines. Certaines sources parlent de plusieurs semaines. C'est extrêmement inquiétant. Et à voir le comportement des joueurs de Los Angeles Lakers à l'interview, on comprend qu'il y a une inquiétude légitime. Personne ne sait combien de temps LeBron sera indisponible. Surtout que cette douleur à l'aine est une douleur récurrente. Si je ne me trompe pas, c'est la même blessure de 2018, le match de Noël que les Lakers étaient en train de gagner face à Golden State, quand LeBron James s'est blessé. Et cette blessure est revenue un peu en 2021, un peu en 2022, un peu l'année passée. Quelle est l'indisponibilité de LeBron? Ça, c'est une question à $1 million aujourd'hui. Surtout que l'équipe rentre dans un run, dans un road trip qui peut être assez dévastateur. Si vous regardez le 5 de base des Lakers, le meneur, Doncic, problème au mollet et au dos. Il était clairement pas à 100% hier. Le shooting guard, Austin Reeves, problème au mollet. LeBron James, problème à l'aine. Rui Hachimura, out, problème de genou. Jackson Hayes, problème de genou. Sans compter que sur le banc, Vanderbilt vient de revenir après une double opération au pied. Jordan Goodwin, absent 2 matchs, raison de blessure à la cheville. C'est inquiétant, très inquiétant. Leur effectif est fourni. Pourtant, ils ont été cherchés très peu dans ce banc. Peyton Pritchard a été ciblé par les Los Angeles Lakers aussi. Du coup, il n'a pas été influent. Il faut savoir que c'est le candidat numéro 1 pour le titre de meilleur 6e homme. Il vient de sortir d'un match à plus de 40 points. Mais le 5 de base de Boston est de très bonne qualité, malgré l'absence de Porzingis. Et c'est là que les Lakers ont péché, puisqu'ils étaient sans 2 titulaires indiscutables. Et c'est là que ça revient, cette vidéo que j'ai faite hier sur Jackson Hayes. Ce qu'il propose en attaque, ça permet à cette équipe des Los Angeles Lakers d'avoir plus de variété dans leur jeu, puisqu'ils se sont enfermés, à mon sens, dans un jeu en isolation qui n'a pas favorisé la circulation de balles. Et la défense de Boston s'est reposée là-dessus. Avec un Jackson Hayes, vous avez la menace du lob. Et c'est une dimension non négligeable lorsque les choses se compliquent et que l'équipe n'a pas forcément le dessus au niveau offensif. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est que dans l'équipe de Boston, quand Porzingis n'est pas là, vous n'avez pas un défenseur aérien. On sait que Horford peut bloquer les tirs, c'est un joueur d'une extrême intelligence. On parle beaucoup de LeBron James, mais lui aussi, c'est un vieux qui joue extrêmement bien. Mais il n'a pas cette verticalité. Et connaissant Luka et LeBron, ils auraient exploité la dimension aérienne de leur attaque, opposée à cette défense. Une défense très intelligente, certes, mais qui n'est pas très aérienne. Et hier, Jackson nous a beaucoup manqué. De même que Rui Hachimura nous a beaucoup manqué. Puisque vous pouvez avoir Vanderbilt dans le 5 de base, mais il faut bien comprendre qu'offensivement, c'est un handicap.
Et j'ai déjà eu l'occasion sur cette chaîne de l'expliquer. Quand vous avez Vanderbilt dans l'équipe, dans le 5, vous devez l'entourer de 4 autres shooters. Et c'est exactement ce que vont faire les Lakers dans le 4e quart-temps, ce qui va leur permettre de revenir dans le match. Ce qui est intéressant lors des matchs de NBA cette saison, c'est le jeu d'échecs systématique entre de jeunes coachs qui sont pour moi des génies. Hier soir, c'était Joe Mazzulla d'un côté et JJ Redick de l'autre. Les deux hommes ont essayé de mettre leurs pions sur la table et manipuler l'équipe adverse. La stratégie de l'équipe de Boston était claire, cibler Austin Reeves dès le début. Et ensuite, cibler à la fois Luka Doncic et Austin Reeves. Du côté des Lakers, leur stratégie consistait à isoler Horford dans le no man's land, ce que j'appelle dans le no man's land, avec Luka Doncic. Puisque on sait que l'équipe de Boston switch sur tout. C'est l'une des équipes qui a la possibilité, qui a le personnel pour le faire. Et ils le font très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tyronn Lue nous avait déjà expliqué ce qu'il faut faire face aux Lakers, même si pour lui, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'a pas forcément le personnel pour que ça fonctionne. Et ce qu'il disait après le 3e match, vous savez que les Lakers ont joué une série de 2 matchs face aux Clippers. Les Lakers ont gagné les 2. Après le premier de cette série, eh bien, Tyronn Lue a expliqué que ce jeu en isolation n'était pas forcément favorable aux Lakers, puisqu'il avait senti que lorsque Zubac était isolé face à Luka, eh bien, l'attaque des Lakers était un peu stagnante. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier soir. Ce processus de ciblage de Horford n'a pas fonctionné. Et Boston a beaucoup mieux géré les situations de ciblage que les Los Angeles Lakers. Au final, celui qui a gagné ce combat, c'est Joe Mazzulla, puisque ces joueurs ont mieux répondu à la stratégie des Los Angeles Lakers. D'autant que de l'autre côté en défense, Brown a fait exactement ce que O.J. Anunoby avait fait lors du match face à New York. Et j'avais fait une vidéo là-dessus où je vous avais parlé de ce genre de profil. Ce genre de profil face à Luka, ça marche. C'est-à-dire des mecs physiques qui lui rentrent dedans, qui le poussent à la faute, qui fait de la pression sur la balle, provoquant des pertes de balles. Et du coup, Luka commence à s'énerver, il sort de son match, il parle avec les arbitres. Il va falloir faire très attention à cela. Pour moi, ça c'est un piège. Mais clairement, dans cette bataille stratégique entre Mazzulla et JJ Redick, c'est Mazzulla qui est sorti gagnant. De même que JJ Redick était sorti gagnant du premier match. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que JJ a beaucoup parlé de Mazzulla comme étant un mentor. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup, quelqu'un avec lequel il parle beaucoup. Les deux hommes comprennent le basket, le même logiciel basketballistique. Et ça, c'est passionnant de voir ça. Peu importe qui gagne, peu importe qui perd. Pour l'instant, les deux hommes sont à 1 partout. Les Lakers ont fait une bonne première mi-temps, malgré le fait que Luka, visiblement, n'était pas dans son assiette, pour des raisons physiques, ou alors en raison du schéma de jeu de Boston. Malgré cela, les Lakers étaient assez proches de Boston. 4 points de différence à la mi-temps, c'était pas cher payé. Surtout qu'on sait que Luka allait monter en puissance. Cependant, les Lakers commencent le 3e quart-temps au ralenti, incapables de mettre un tir. 0 sur 9. Et Boston a roulé sur nous. Tatum a abusé de Luka en défense. Brown a abusé d'Austin Reeves en défense. Ces deux hommes étaient ciblés systématiquement et n'ont pas trouvé de réponse défensive. Et le système n'a pas pu les protéger. Résultat, déficit de 20 points à un moment. Et là, on s'est dit, ça va être très compliqué. On s'est dit, c'est foutu. Mais c'était sans compter sur la résilience des hommes de JJ Redick. Le 4e quart-temps des Lakers est un motif de satisfaction plus que d'espoir, mais ça, pour moi, consolide la force de cette équipe des Los Angeles Lakers, qui malgré le fait qu'ils soient sans 2 titulaires, malgré le fait qu'ils soient dans un trou mené largement, malgré le fait qu'ils soient face à un duo magnifique, Tatum-Brown, malgré le fait que LeBron soit dehors, malgré le fait que Luka soit dans une douleur liée à son problème de dos, malgré le fait que Reeves vient de revenir, eh bien cette équipe s'est battue. Elle s'est battue.
Et pour moi, c'est ça la force de cette équipe, c'est que malgré les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe qui est sur le terrain, il y a un système qui fonctionne. Rappelez-vous, l'approche fonctionnaliste, systémique de cette équipe de Los Angeles Lakers, extrêmement bien coachée. Eh bien, les Lakers ont fait ce qu'il fallait et ils sont revenus à 4 points. 94-99. Cependant, l'histoire du match a continué, puisque Brown a pris Luka en isolation et a mis un 3 points sur sa tête. Ensuite, ça a été Tatum prenant Austin Reeves en isolation qui a mis un 3 points sur sa tête. Et le match était scellé en faveur de Boston. Mais je pense vraiment que ce 4e quart-temps est un motif d'espoir, de satisfaction. Les Lakers seront solides. Sur une série de 7 matchs, je donne toutes ses chances à cette équipe. Le prochain match de Los Angeles Lakers, c'est dans 2 jours, dans la nuit du dimanche au lundi. C'est un match face à l'équipe des Brooklyn Nets de D'Angelo Russell. Normalement, ça s'appelle une victoire, même si on sait que cette équipe des Nets joue dur, elle perd des matchs, mais elle joue dur. Il faudra tout faire pour gagner ce match, même sans LeBron James. C'est la mentalité du prochain homme sur la liste qui doit primer. Next man up. Et là, les Lakers doivent aller puiser dans leurs ressources, dans du coaching, dans leur défense, pour glaner quelques victoires sur ce road trip qui peut être assez dramatique pour nous. Il faut bien comprendre une chose. Il y a une question qui se pose à la suite de la rupture d'une série de victoires. Quand on a gagné 8 matchs de suite et qu'on perd un match sur un terrain hostile, on the road, est-ce qu'on peut retrouver les ressources nécessaires pour repartir vers l'avant? Est-ce que quelque chose s'est cassé suite à cette défaite et à la blessure de LeBron James? Sachant que le reste de l'équipe souffre de quelques blessures par-ci par-là. Il va falloir être très attentif à ce qui va se passer dans la nation des Lakers. Voilà, c'en est terminé pour cette émission triste, préoccupante, sur à la fois la défaite des Los Angeles Lakers face à l'ennemi juré et surtout face à la blessure de LeBron James, dont on attend une mise à jour des informations. Nous allons rester bien sûr attentifs à ce qui va sortir des réseaux aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ciao.